Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle conférence du Jardin des Sciences qui a commencé sur les chapeaux de roue, un exercice de sécurité incendie qui va me contraindre de faire une toute petite introduction pour laisser du temps de parole à notre invité, puisque pour continuer ce cycle astronomie dédié aux 40 ans du planétarium, on s'est dit que c'était une belle idée de mettre à l'honneur cette collaboration à la fois pérenne et précieuse entre les professionnels et les amateurs de l'astronomie qui sont finalement unis par cette passion commune. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Roger Hulot. Merci de votre venue. Alors, j'ai dit toute petite introduction, alors je vais me contenter de dire que vous avez œuvré pendant de longues années pour la diffusion des connaissances et des savoirs en astronomie et que vous êtes depuis 2018 le président de la FCATRA, la Fédération des astronomes amateurs d'Alsace, et que vous travaillez en étroite collaboration avec le planétarium pour tout ce qui concerne la médiation scientifique. Voilà, à l'issue de cette présentation, on aura comme d'habitude un petit temps d'échange et de questions. Je passerai avec mon micro entre les rangs et vous aurez la parole. Merci de votre présence, bonne conférence à tous et je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup Simon. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Désolé, j'y suis pour rien, ce n'était pas une fausse entrée. Espérons que ça n'a pas déstabilisé l'orateur. On dit toujours que les 20 premiers mots et les 20 premiers gestes sont les plus importants. Voilà, alors je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et de répondre à cette invitation des 40 ans du planétarium. À ce sujet, c'est vrai qu'il y a de nombreuses manifestations qui vont se faire cette année pour les 40 ans du planétarium. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va appeler cette conférence Astronome amateur et planétarium depuis 40 ans dans le même élan pour l'astronomie, parce que nous collaborons depuis un bon moment. Mais si vous voulez, le planétarium a quand même une histoire beaucoup plus longue et ne se résume pas, la collaboration d'ailleurs avec les astronomes ne se résume pas simplement aux dernières 40 années. Et c'est pour ça qu'en fait, le vrai titre de ma conférence va plutôt être la collaboration entre astrophysiciens, comme on les appelle aujourd'hui, les professionnels de l'astronomie, les astronomes amateurs et aussi les médiateurs scientifiques, un terme aussi qui fait son chemin depuis quelque temps. Donc ces trois catégories à l'Observatoire de Strasbourg. Alors cette collaboration, comme je le disais, elle est relativement longue et je voudrais reprendre et retracer un tout petit peu cette histoire de cette collaboration entre les professionnels, les amateurs et les médiateurs sous un aspect un petit peu différent. Évidemment, il y aura une large place pour l'histoire parce que je trouve que c'est intéressant de se remémorer toujours un certain nombre de choses. Mais peut-être en préambule, ceux qui sont alsaciens d'entre vous savent que les astronomes, on les appelle dans le langage populaire alsacien les Starnekickler. Alors pour ceux qui sont qui ne parlent plus l'alsacien, le Stern, c'est un peu comme star, c'est les étoiles, et Gickle vient de l'allemand Gucken, Gickle, et qui est une expression qui signifie, par exemple, regarder par le trou de la serrure. Et donc ce geste, c'est un geste de curiosité, mais aussi d'intrigue, comme si regarder les étoiles, être astronome, c'était regarder quelque chose qu'on n'aurait pas le droit de voir. Et c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit, de Starnekickler. Et donc c'était gentil, c'était pas méchant, mais en même temps c'était pour qualifier que probablement je faisais quelque chose qui était curieux et qui était peut-être pas tout à fait commun, même si c'était pas forcément interdit, mais auquel tout le monde ne s'adonnait pas. C'est pour ça que je pense que si on parle de ces collaborations, il est très important de revenir d'abord sur l'histoire, parce que je pense que quand on est astronome ou pêcheur de carpes ou joueur de pétanque, on l'est parce qu'on s'inscrit dans une histoire des êtres humains. On est souvent porté par nos pères, par ceux qui ont fait des choses avant nous.
mais aussi aborder peut-être, je vais l'effleurer parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails, effleurer aussi peut-être un certain côté psychologique des choses, voire même sociologique, parce que si on considère l'entité astronome amateur, par exemple, on peut, au travers de leurs évolutions du siècle dernier, donner à cette activité une forme de personnalité. Et cette personnalité, à minima sociale, on peut en dire un certain nombre de choses que je trouve intéressantes et qui me passionnent depuis quelque temps. Alors, en préambule, je voudrais quand même rendre hommage à tous ces curieux dans la passion et effectivement de lever les yeux au ciel pour comprendre l'histoire de notre univers. Et je voudrais rendre hommage à eux, à tous ceux qui consacrent en plus leur loisir à partager ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont découvert avec nous. Voilà, alors je disais que les astrophysiciens sont à l'observatoire depuis 140 ans, les astronomes amateurs sont à l'observatoire de Strasbourg depuis 90 ans, et puis les médiateurs au planétarium, ils y sont depuis donc maintenant 40 ans, puisqu'on fête surtout cet anniversaire-là. Alors, l'Observatoire astronomique de Strasbourg a quelque chose d'unique, du moins en France, c'est que ça a été le premier observatoire professionnel à accueillir les amateurs, d'une part, et à proposer une collaboration entre les astrophysiciens, les astronomes amateurs, alors je vais parler de la SAFGA et de la F4A, mais aussi des médiateurs donc scientifiques du planétarium et du Jardin des Sciences. Alors, comme je disais, parlons un petit peu d'histoire. Alors en fait, il y a eu, et ça c'est à l'origine de l'observatoire, j'aime bien rappeler la chose, parce que comme je suis évidemment pour le non-usage des armes dans ce pauvre monde, ce serait bien si on pouvait s'en passer, il y a eu une journée, à cause des bombardements de Strasbourg, le 24 août 1870, qui a été une journée noire pour Strasbourg. Alors cette journée, elle m'a particulièrement marqué, parce que les Prussiens, on l'a oublié peut-être, mais ont assiégé et ont détruit une grande partie de la ville. Et en particulier, ils ont provoqué l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg, qui se trouvait au centre-ville. Et on avait, peu de temps avant, pour les protéger, rapatrié de l'abbaye de Murbach des manuscrits sur parchemin du haut Moyen-Âge pour les mettre à l'abri dans la bibliothèque de Strasbourg. Et voilà qu'une bombe incendiaire a détruit le bâtiment et emporté dans les flammes une grande partie du patrimoine mondial, pas seulement quelques ouvrages mémorables rédigés au monastère du Mont-Saint-Odile, mais aussi d'autres ouvrages tout à fait importants. Alors les Allemands de cette époque, qui devenaient entre guillemets occupants de l'Alsace et de la Moselle, et notamment Guillaume Ier, ont été très vite convaincus par les Alsaciens qu'ils avaient profondément humilié l'intelligentsia strasbourgeoise et que si on voulait faire de Strasbourg une grande ville de l'Empire prussien, il fallait se racheter. Et donc Guillaume a mis sur la table quelque chose d'un équivalent de 100 milliards d'euros actuels, convertis en, je ne sais plus quelle était la monnaie de l'époque, mais ça correspondrait aujourd'hui à 100 milliards pour reconstruire Strasbourg. Et la décision a été prise de créer la Neustadt, qui est cette extension vers la place de la République, le beau bâtiment de la Poste, puis après vous avez toute l'université, etc. Et donc, entre autres, il a décidé de faire construire un observatoire. Et à l'époque, Neustadt, parce que c'était des terrains agricoles, il n'y avait pas de ville à cet endroit. Et donc, on voit le vieux bâtiment avec la grande coupole, le bâtiment de l'arrière où se trouvait le tout premier planétarium, et encore aujourd'hui, il y est toujours d'ailleurs, et puis le bâtiment à l'entrée du terrain qui hébergeait les astronomes.
Donc voilà une photo de l'époque. Alors on avait confié cette affaire à un certain August Winnecke, qui était un astronome allemand déjà relativement connu, assez célèbre pour avoir dirigé quelques observatoires, et on lui a dit « hop, tu vas à Strasbourg et tu vas construire un nouvel observatoire ». Et il a mis 10 ans pour préparer les plans, etc., et pour affiner. Et en 1881, l'observatoire a été inauguré en même temps avec la tenue de la Deutsche Astronomiegesellschaft, qui a tenu son assemblée annuelle à Strasbourg. On a doté l'observatoire d'une grande lunette de 49 cm qui allait bien aux travaux qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire de l'astrométrie. Je ne vais pas aller en profondeur pourquoi l'astrométrie, ça a des raisons bien précises, qui sont historiques aussi, mais qui nous intéressent un peu moins ce soir. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est qu'en même temps, en France, il se passe quand même des choses, et il y a un certain Camille Flammarion, qui devient célèbre, qui était ce qu'on appelle un astronome libre. Parce que la notion d'astronome amateur, c'est beaucoup plus tardif. Ça va, on va dire, allez, pour faire simple et retenir, on va dire, ça apparaîtra après la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, il y avait des astronomes libres en opposition avec les astronomes professionnels, ce qu'on appelait les astronomes d'État. Les astronomes libres, c'est des astronomes qui observaient et faisaient de grands travaux, mais qui n'étaient pas payés par l'État français pour les faire. Et Camille Flammarion en faisait partie, c'était un passionné, et il était journaliste, en fait, on va dire, de formation, et il écrivait beaucoup d'articles, et beaucoup de livres. Et il y a un livre qu'il a écrit en 1979 déjà, et qui est devenu absolument célèbre, qui est le fameux Astronomie populaire. Ce livre s'est vendu à des milliers, des millions d'exemplaires qui ont contribué à la fortune de Camille Flammarion. Bon, il a aussi hérité d'un beau château à Juvisy, près de Paris, qu'il a transformé en observatoire et dans lequel il a fait lui-même beaucoup d'observations qu'on peut lire encore aujourd'hui dans la revue L'Astronomie. Alors, pourquoi les deux? Parce que vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi les deux personnages, un en France, un en Allemagne, en l'occurrence en Alsace, vivent en fait à la même époque deux choses totalement différentes. En 1918, la Deuxième Guerre mondiale, qui a été encore plus terrible que celle de 1970, parce qu'elle a touché en plus beaucoup de civils et pris un garçon dans toutes les familles de France, en 1918 marque le retour à la France de l'Alsace et de la Moselle. Et ainsi, donc forcément aussi, tout le territoire et tout ce qui s'y trouve, et donc l'Observatoire de Strasbourg revient en administration française. Alors, le premier astronome qu'on va nommer à Strasbourg, après de 18 à 1920, c'est un peu le chaos à l'observatoire, il reste encore des Allemands qu'on renvoie chez eux, manu militari, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'inimitié contre, entre guillemets, l'ennemi après la guerre. Donc, et on nomme un astronome qui est officier à Toulouse, Ernest Esclangon, et on lui dit « tu vas à Strasbourg remonter une équipe là-bas ». Il ne l'a pas fait franchement de bon cœur, parce que d'abord l'Alsace, c'est bien connu pour tous les Français de l'intérieur, c'est la Sibérie, il y a toujours 1 mètre de neige pendant toute l'année, etc. Et il ne fait pas forcément bon vivre. Bon, heureusement qu'on est convaincu du contraire, et il s'y est fait petit à petit, parce qu'à Strasbourg, dès qu'il est nommé, il se constitue une équipe. Il va moderniser les bâtiments et pour clore un peu le chapitre sur son personnage, il va rénover l'électricité, il va installer l'électricité à l'observatoire qui n'existait pas et il va entre autres tirer des câbles depuis les coupoles vers une salle des horloges qu'il construit pour qu'on puisse enregistrer les observations, notamment à la méridienne, de façon précise. Et donc, ça devient un spécialiste de l'horlogerie qu'il maîtrise très bien. D'ailleurs, en 1929, lorsqu'il quitte Strasbourg pour devenir directeur de l'Observatoire de Paris, c'est lui qui invente l'horloge parlante et qui l'installe ou la fait installer en France. Et elle existe d'ailleurs toujours.
Ce n'est plus sa voix, je crois que ça d'ailleurs n'a jamais été. C'était un célèbre artiste qui avait donné sa voix à l'époque sur des disques, etc. Passons les détails. Parmi cette équipe qu'il monte à Strasbourg en 1920, il y a deux personnages dont je voudrais parler. Il y a André Danjon. André Danjon, c'est un jeune étudiant, donc il a, quel âge il a? Il est né en 90, donc il a 20 ans, 22 ans. Il était connu par les équipes parisiennes, et entre autres parce que, en tant qu'astronome amateur qu'il était déjà, il allait observer chez Flammarion, mais pas à Juvisy, mais rue Serpentine à Paris même. Et Danjon rejoint cette équipe, il deviendra un des plus célèbres astronomes de France dans les années 30, grâce à ses travaux à Strasbourg, mais aussi encore après la guerre, puisque il va rester à Strasbourg en fait jusqu'à la guerre 39. Il est évacué, il va aller en Auvergne, il va œuvrer pour qu'on laisse les astronomes tranquilles contre la Wehrmacht de l'époque, etc. Mais il va revenir très peu de temps après la guerre, en fait, pour céder sa place, parce qu'on va le nommer à l'Observatoire de Paris, à la direction par là-bas. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément observé, qui a inventé plein de choses, etc. Ça fera l'objet peut-être d'une autre conférence. Un autre bonhomme que j'adore beaucoup, c'est Gilbert Rougier, qui était aussi un admirateur de Camille Flammarion et qui était copain avec Danjon, je crois qu'ils s'étaient connus en 14-18 à la guerre. Mais lui, il est plutôt un chimiste avant de devenir astronome. Et quand il rejoint l'observatoire, il va travailler sur quelque chose qui peut surprendre les jeunes générations. Mais déjà à l'époque, il va travailler sur la photométrie et notamment avec des cellules photoélectriques qu'il arrive à bricoler en tant que chimiste avec je crois le sélénium. Voilà. Alors pourquoi je l'aime beaucoup? Le pauvre est décédé assez tôt, peu de temps après. Je l'ai même noté, hein, je crois, voilà, en 1947. Et donc pourquoi? Parce que cette photo, qui est prise à l'époque sur la terrasse de la grande coupole qui est juste à droite, c'est un instrument. On pouvait ouvrir dans le mur de la grande coupole 2 grandes portes. On prenait une espèce de longue poignée, on attrapait une estrade en métal, on la tirait et on sortait un chercheur de comètes qui ressemble à un siège de dentiste, avec des manettes qu'on pouvait tourner et qui permettaient à l'instrument de bouger dans tous les sens. Et alors pourquoi ça m'amuse? Parce que j'ai eu la chance d'observer une comète qui est Iras-Alcock, que j'ai pu observer avec cette lunette il y a encore une paire d'années, avant qu'on la démonte, et je crois qu'elle est maintenant au musée du planétarium, je crois. Voilà, enfin, elle ne se trouve plus là-haut, on l'a mise un petit peu à l'abri. Voilà, souvenir. Alors nos 2 compères, à peine ils sont à Strasbourg, ils travaillent tous les 2 pendant une dizaine d'années, et quand ils approchent de la trentaine, et que Esclangon, qui avait assez mauvais caractère, hein, il n'était pas du tout commode, autoritaire, etc., quand il se barre à Paris en 29, tout le monde est content, et donc André et Gilbert, André Danjon devient le directeur, et il est tout content de revenir vers ses amours des amateurs, et il fait quelque chose d'extraordinaire. Il se procure l'adresse de tous les membres de la Société astronomique de France qui résident en Alsace, et il leur écrit une lettre que j'ai reproduite ici, dans laquelle il dit, voilà, j'ai trouvé sympa qu'on pourrait tous se réunir à l'observatoire une fois par mois et faire des réunions entre astronomes amateurs. Et il demande par là même l'autorisation à Gabrielle Flammarion, qui était l'épouse de Camille Flammarion, qui entre-temps était décédée, et qui dirigeait la Société astronomique de France. Il demandait l'autorisation de faire ça. Je passe les détails parce que
j'ai une autre conférence qui parle de ce jour-là, et nous allons fêter cette année les 90 ans de la SAFGA, donc de ce groupe d'Alsace, et on aura l'occasion d'en reparler. Bref, les gens se retrouvent et comment dire, vont se réunir. Alors Danjon, il était aussi quelqu'un d'assez autoritaire, hein, c'était un patron, et il faisait toujours faire les petites besognes à son copain Gilbert, et c'est souvent lui qui animait et qui s'occupait des séances du samedi après-midi, le 3e samedi du mois, pour organiser ces réunions. Alors, ce jour-là, le 1er 14 mars 1931, vous avez une trentaine de membres qui se réunissent avec quelques personnages relativement célèbres dont je voulais évoquer un peu la mémoire. Il y avait René Schlumberger, Eugène Falbizarner, Alfred Ungerer, qui était de la famille du Ungerer qui s'occupait de l'horloge, qui avait, je crois que c'est son père ou son oncle qui avait construit l'horloge de la cathédrale, et il y avait à l'observatoire beaucoup d'horlogerie de la famille Ungerer. Il y avait aussi un certain Jean Schlosser, que j'ai connu encore, qui était en fait radioamateur, qui s'intéressait à la radioastronomie. Schlosser signe sur la feuille, et j'ai encore eu la chance de le rencontrer, parce que comme j'ai eu le plaisir de diriger aussi le groupe d'Alsace à un moment donné, il avait déjà 90 ans, et je me suis invité un jour chez lui pour qu'il me raconte un certain nombre de choses de l'époque. Et puis, Paul Muller, qu'on ne va pas oublier, qui est un futur professionnel dont je parlerai tout à l'heure. Et puis René Bitt, pharmacien de Detwiller, qui s'est excusé pour cause d'astreinte. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, parlons tout de suite de René Schlumberger. Était un manufacturier. Alors, il faut comprendre un industriel de la région de Mulhouse, mais pas en famille avec les Schlumberger qui sont dans le tissage, comment ça s'appelle? On appelle ça, pardon, j'ai un trou. Pardon, aidez-moi. Bref, alors les gens qui font des draps et des choses comme ça. Voilà, bref. Et donc il n'est pas de cette famille-là, il est un peu à part. Je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé ses traces, c'est assez difficile. Il n'est pas dans les arbres généalogiques, etc. Donc on a du mal. Mais ce gars avait de l'argent parce qu'il était assez fortuné. Il a habité une maison qui existe toujours et qui, près de Mulhouse, de l'hôpital, est assez luxueuse pour les descendants. Mais toujours est-il qu'il avait un observatoire de 5 mètres de diamètre et avec une très très belle lunette Prin, fabrication Prin qui a été repris par là aussi j'ai un petit trou. Il y a certains d'entre vous qui ont certainement de vieilles lunettes en laiton du successeur de Prin et qui faisaient 225 mm de diamètre, c'est quand même énorme. Et il a déménagé tout ça en 1934 à Nice. On a de belles lettres où il raconte tout ça, il nous explique ce qu'il a fait. Il racontait ça à André Danjon. Et lui, il s'est beaucoup intéressé donc aux planètes. Il dessine les surfaces, fait plein d'observations. Et il est très, comment dire, un très très grand observateur pour l'époque. Voilà, et puis je voulais parler aussi de Eugène Falbizarner, qui lui est agent d'assurance, son père aussi. Ils ont une compagnie d'assurance à Strasbourg, et donc aussi un petit peu argenté, on va dire. Et puis Falbizarner construit aussi un observatoire qu'il va déplacer sur les hauteurs d'Oberhausbergen, où il construit un abri pour observer avec une lunette de 150 mm. Pourquoi je parle de lui? Parce que Falbizarner va accepter... Alors on a... Falbizarner est alsacien, un vrai de vrai. Paraît-il, il s'exprimait en français avec un très fort accent local et ne maîtrisait pas à la perfection le français, ce qui n'a rien de désobligeant, puisque toutes ces personnes ont passé, on a quand même été allemand pendant 50 ans, et tout le monde a été dans les écoles allemandes pour faire ses formations. Donc lui... il va, pour présenter ses travaux, utiliser un jeune étudiant qui a 19 ans et qui s'appelle Charles Fernberg.
Et Charles Fehrenberg, alors ceux qui sont très introduits dans l'astronomie savent que c'était un des très grands et premiers astrophysiciens après la guerre de 1945. Il a développé et construit et développé l'observatoire de Haute-Provence et est considéré comme le père de l'astrophysique moderne, puisque avant la guerre, j'avais dit que je n'insisterais pas trop, mais on était beaucoup axé sur l'astrométrie pour un tas d'autres raisons. Et lui s'est vraiment plongé à fond dans aussi l'instrumentation, etc., pour faire plus de physique. Et voilà, alors Charles Fehrenbach, à 19 ans, observe avec la lunette de Falbizana en 1933, au mois d'août, des taches passées devant le Saturne, ce qui est assez rare. Aujourd'hui, on en voit plus souvent parce qu'on a des filtres, etc. Mais à l'époque, à l'œil nu, dans une lunette de 150, c'était une véritable prouesse. Et ça lui fait des petits calculs de vitesse de rotation, etc. C'est assez sympathique de relire les articles qui ont été publiés à l'époque dans l'astronomie. Voilà, donc vous voyez, on a déjà deux grands astronomes, astrophysiciens qui ont fait leurs armes ici à Strasbourg. Alors, je voulais quand même ne pas louper notre ami René Bitte, qui n'a pas signé la fameuse feuille du 14 mars parce qu'il était d'astreinte en tant que pharmacien. Il était obligé de tenir boutique. Et voilà, il avait un bel observatoire, plein d'instruments. Il a fait plein d'observations amusantes. Il écrivait des lettres formidables, faisait des dessins, etc. C'est un vrai poème que de relire tous ces comptes rendus d'observations de l'époque. Le malheureux, par contre, il est tombé de son estrade, il s'est blessé à la tête et il est décédé en moins de 8 jours de son traumatisme en février 1938. Voilà, et le dernier de la bande, c'est Paul Muller. Paul Muller arrive à l'observatoire dans les années 20, plutôt fin des années 20, également en tant qu'étudiant. C'est un étudiant en maths physique de l'Université de Strasbourg. C'est un Strasbourgeois. Il est né en 1910, donc il a une vingtaine d'années. Et il se fait remarquer, il est astronome amateur, il participe aux activités, et il se fait remarquer, il devient assistant astronome à l'observatoire qui l'embauche, et ça donnera un autre grand astronome, un des derniers grands qui observe. Il va observer toute sa vie les étoiles doubles, il va même inventer un appareil particulier qui s'appelle le micromètre à double image, qu'il a fabriqué et qui se trouve maintenant au musée, mais qui est dans les caves de l'observatoire. Souvent, il était près de l'atelier. On pouvait, du jardin, à travers la fenêtre, voir l'instrument dans un coin plein de poussière. Il a maintenant été rénové et mis à l'abri. Et il a fait la plupart des observations avec la lunette de 21 cm qui se trouve sur le bâtiment central de l'observatoire. Et c'est pour ça que je suis également très attaché à lui, parce que cette lunette, j'en parlerai deux mots tout à l'heure, avec Émile Rudolph, on a rénové, enfin rénové c'est un grand mot, on a remis cette lunette en état dans les années 80 pour pouvoir s'en servir. Voilà, et puis la guerre arrive, Müller reste là, il ferme l'observatoire, il fait ce qu'il peut, finalement les Allemands l'arrêtent, il est fait prisonnier en Allemagne, etc. C'est pas très gai. Il revient en 44-45 et on va sauter un petit peu certaines étapes pour avancer dans notre affaire. Mais Pierre Lacroute est nommé à l'Observatoire directeur en 1946. Il va rester jusqu'en 1976. C'est un long règne de ce monsieur. Et parmi eux, il y a Paul Muller qui va donc, lui, assurer l'animation du groupe d'Alsace des amateurs. C'est pour ça qu'il représente énormément de choses pour nous, les amateurs. Il va aussi nous initier, nous inviter et travailler beaucoup pour la commission des étoiles doubles de la Société astronomique de France, qui est constituée aussi de quelques professionnels, mais surtout d'astronomes amateurs. Et puis, je voulais quand même citer à cette époque, parce qu'il y a dans la salle quelques astronomes de l'Observatoire,
qui l'ont connu aussi. C'est Pierre Bacchus, qui a quitté ensuite pour prendre la direction de l'Observatoire de Lille, et qui était plutôt un matheux, c'était un calculateur, hein, il faisait beaucoup d'articles avec des calculs, des choses comme ça, et il a commencé à travailler aussi, parce que dans les fins des années 60, 50 et 60, l'Observatoire a commencé à s'intéresser aux satellites artificiels. Mais ça, je n'ai pas assez de documents pour en parler plus longuement. Alors, les astronomes alsaciens reprennent donc leur réunion en 1945, mais la disparition des fondateurs du groupe laisse un grand vide. Et donc, si vous voulez, le modèle a néanmoins fait des émules, parce que pendant que les Alsaciens tardent au réveil, l'action est en route en Lorraine. Alors, vous me direz, ça ne fait pas partie de l'Alsace, mais vous allez comprendre. En Lorraine, il y a un certain Gérard Florsch, qui surgit de Nancy et qui crée le groupe de Lorraine à l'identique du groupe d'Alsace. Et ce Gérard Florsch, qui a été mon mentor parce que je suis né, lorrain, nul n'est parfait, et je fais partie de ceux qui colonisent un peu l'Alsace aujourd'hui. Donc vous remarquerez que j'ai un petit accent pexre quand je m'exprime dans la langue locale. Et Gérard Florsch, c'était un vrai Français, on va dire plutôt orienté vers l'intérieur, mais qui est né à Sarreguemines, où je suis né également. Et il a créé, alors tout d'abord, il construit une maison avec un observatoire. Il est devenu ingénieur des télécoms, on va dire, et maîtrisait parfaitement l'électronique à tube de l'époque, et a construit un photomètre électrique avec lequel il a fait de la photométrie de renommée internationale, puisque ses mesures, mais aussi ses théories, ses ouvrages, etc., ont été publiés et lus dans le monde entier. Alors, je fais juste une petite pause pour dire, là on entre dans les années 60 et on s'approche des années 70. À cette époque-là commence l'émergence de nouveaux observateurs grâce à la construction d'instruments amateurs. Et dans ce cadre-là, si on se replace dans les années 60, on ne peut pas passer à côté de Jean Texereau, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « La construction du télescope d'amateur », qui est introuvable depuis 40 ans parce qu'il a été édité à des milliers d'exemplaires traduits en anglais. On trouve encore sa forme anglaise ou américaine traduite, mais la version française est très rare parce qu'évidemment, dans le milieu des amateurs, ce livre s'est absolument arraché et il a fallu que j'attende qu'on veuille bien par un leg mon CD1 pour pouvoir le lire dans le texte. Auparavant, on se contentait de photocopies. Mais c'est un monsieur qui a mis au point la taille du miroir de 20 cm à la portée de l'amateur et de la construction d'un télescope qu'on voit ici, qui est sur une monture azimutale, mais qui fonctionnait terriblement bien. Il s'est construit ces télescopes-là en France, mais je dirais au moins des centaines, si ce n'est des milliers, tellement il était populaire et que ceux qui étaient adroits se sont mis à tailler des télescopes. Un autre astronome amateur va arriver à cette époque-là, c'est Pierre Bourges. Alors Pierre Bourges, il fait partie de ces dissidents dont je vais parler un petit peu tout à l'heure avant l'heure, qui vont se détacher de cette notion de société savante pour essayer de donner aux amateurs des moyens d'accéder à l'astronomie observationnelle. Et son fameux télescope, qui lui maintenant est monté sur une monture équatoriale, est construit avec des pièces de 2 chevaux. On utilisait un des axes de roue de la 2 chevaux pour faire la partie rotation de la monture et de la fourche, et on utilisait une vis sans fin avec un système de mètres ruban, vous savez, ces mètres qu'on tire et qu'on appuie sur le petit boîtier, ça, et ben un mètre ruban comme ça métallique était utilisé
en bas pour assurer l'entraînement lisse et régulier. Et là aussi, des dizaines et des centaines de télescopes se sont construits dans les années fin 60 et 70. Et enfin, Gérard Florsch, dont je parlais, ingénieur, lui, carrément, il a dessiné des plans d'un télescope et il en a réalisé une douzaine avec des pièces de fonderie et qu'il a vendu et dispersé un petit peu autour de lui. Ça, c'est un exemplaire de 30 cm. Les autres font... Moi, j'ai fait mes armes sur identiques, mais 20 cm. Et celui-ci se trouve aujourd'hui au Chili, entre les mains de Alain Maury, que certains connaissent et qui était un pote à moi du temps où on faisait partie du groupe de Lorraine. Parce qu'évidemment, en tant que Sarregueminois, je n'ai pas adhéré aux Alsaciens. J'étais membre du groupe de Lorraine avec Gérard Florsch et on fréquentait les locaux à Nancy. Alors là, je ne peux pas m'empêcher d'aborder un sujet un petit peu particulier qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'analyser un petit peu ce que j'appelais tout à l'heure la sociologie des astronomes amateurs. En fait, on peut s'interroger pourquoi on pratique l'astronomie amateur. Pourquoi je suis Sternekigler? Pourquoi je regarde par un petit trou des choses à l'autre bout du monde? Pourquoi je m'intéresse à quelque chose qui n'est pas forcément interdit, mais auquel quasiment personne ne s'intéresse parce que de nos congénères, non seulement ils ne lèvent plus les yeux au ciel, mais de toute façon, s'ils le feraient, ils ne verraient plus rien, tellement il y a de lumière parasite. Mais ceci étant, pourquoi nous, on se démène? Pourquoi, avec quelques copains, on construit? En ce moment, on va installer où il fait beau 300 jours par an. Qu'est-ce qui nous motive dans cette démarche? Et qu'on pourrait d'ailleurs, par parallélisme, appliquer aussi bien aux joueurs de pétanque qu'aux pêcheurs de carpes, qui sont parfois aussi fanatiques que nous. Parce que, alors j'utilise un petit peu un terme qui était utilisé par le sociologue Bourdieu, c'est que la pratique de l'astronomie peut aussi se définir comme un élément symbolique, et il va devenir un vrai symbole dans cette période fin des années 60 et années 70, dans l'espace de ce qu'on pourrait appeler la compétition sociale de l'éducation populaire. En fait, on en parlait un petit peu avant la conférence, je fais une toute petite digression. De Gaulle, en arrivant au pouvoir en 58-60, à cette époque-là, en France, il y avait un ministère de l'instruction. Il n'y avait pas d'éducation nationale. C'est lui qui a séparé le ministère de l'Instruction en deux, d'un côté le ministère de la Culture et l'autre l'éducation nationale. Et donc la culture, avec Malraux, s'est développée en France et a pris une certaine ampleur. Et beaucoup, notamment les théâtreux, se sont emparés aussi de ce nouveau pouvoir qu'ils allaient prendre en France. Je dis ça parce que on en parlera tout à l'heure, dans le foyer culturel et l'Observatoire populaire de Sarreguemines, il y avait justement les théâtreux avec l'expression corporelle, etc., un grand développement qui faisait suite à mai 68. Alors, j'en veux aux politiciens qui veulent nier ce qu'étaient les années 60, j'en fais un peu partie. Je vous rassure, je ne suis pas un 68 ans, j'étais trop jeune, j'étais que collégien, donc, mais j'ai fréquenté les qui avaient vécu tout ça et participé à la turbulence des idées qu'avait provoqué cette période. Certains d'entre vous pourraient s'en souvenir. Et de ces idées a émergé l'université populaire, c'est-à-dire le droit de tout un chacun d'accéder à une culture avancée. Il faut savoir, et je rappelle ça aux jeunes, qu'à cette époque-là, on sortait de l'école avec un certificat de fin d'études primaires et on avait entre 11 et 14 ans, et on allait faire un apprentissage, et on devenait mécano ou que sais-je, commerçant, ou alors on entrait au lycée, il n'y avait pas de collège, on entrait au lycée à 11 ans et on faisait une scolarité lycéenne jusqu'à 18, le bac, et on faisait des études supérieures. Donc si vous voulez, tout, et ça, on était, écoutez, c'est simple, on était sur une classe de 30,
moins de 6 élèves à avoir le droit d'aller en 6e. Donc la proportion sociale était assez faible. Et donc, il y avait toute une catégorie, une immense majorité sociale qui souffrait. Allez donc voir les films sur Renault, les usines Renault à Paris en 1968. C'est terrible, la condition ouvrière. Et donc, pas de loisirs, pas de détente, etc. Toutes ces choses-là commencent à se mettre en place grâce à la révolution des idées et de la pensée sociale en France en 68. Aux États-Unis, c'était un peu plus tôt, mais bon, voilà. Alors, c'est ce que Bourdieu appelle un symbole parce que tout à coup, une catégorie sociale prend conscience qu'elle peut détenir un pouvoir, mais un pouvoir par la pratique d'une activité. En l'occurrence, on parle d'astronomie et observationnelle. Donc, les astronomes amateurs, tout à coup, revendiquent une forme de pouvoir dont ils n'ont pas forcément conscience et qu'ils n'ont pas forcément connaissance eux-mêmes d'avoir un pouvoir, mais ils aspirent à la reconnaissance. Moi, je me souviens à l'époque, et donc j'avance un peu pour ne pas être trop long dans ces propos, il s'oppose à ce qu'étaient les sociétés savantes, parce que même le groupe d'Alsace était une forme de société savante qui était réservée aux classes bourgeoises issues d'une culture universitaire scientifique. Et donc la notion de club astro va se démocratiser cette pratique dans les maisons de la culture. Donc l'enseignement de l'astronomie et sa pratique s'imposent comme une nécessité dans cet espace public soutenu par son caractère scientifique et rationnel face aux croyances et aux superstitions. Alors ça, c'est encore, j'allais dire, parce que ceux qui vont créer ces clubs, ce sont des aînés. Moi, j'avais à l'époque entre 14 et après 16, 17, 18 ans. Nos mentors, ils en avaient 40. Ils étaient ce que moi j'appelle, ils étaient issus de la 4e République. Ils étaient à l'école et socialement introduits dans les années 50. Et donc, leur idée, c'était quand même tout à coup d'imposer l'astronomie comme étant quelque chose qui pouvait s'opposer à l'époque. C'était l'astrologie qui faisait des ravages, qui était très répandue, et je me souviens des amphithéâtres. Quand vous disiez débat astrologie, astronomie, on avait ici 250 personnes. Les gens étaient assis sur les escaliers, etc. Je me souviens de joutes verbales qu'on a abandonnées parce qu'on a compris que quand on était victime, excusez-moi, mais qu'on était empreint de croyances bien établies, la rationalité n'a plus prise. Et voilà. Par contre, il y avait un certain nombre de gens qui pensaient que le fait de travailler dans un esprit scientifique où on doute en permanence, où on fait des propositions qu'on efface et qu'on élimine dès qu'il y a des contradictions, pouvait être, comment dire, une façon d'évoluer dans un monde, et que ceci pouvait aussi être accessible à des personnes qui n'avaient pas forcément fait de grandes études. Et donc, revenons sur le rôle de ces frères Florsch. Alors, voilà, ils font partie de l'histoire, donc on peut en parler un tout petit peu. Ils étaient donc nés dans les années 20, 25 et 29, et à la sortie de la guerre, Gérard Florsch avait 20 ans, et il n'avait pas pu retourner faire des études de maths physique, parce que c'était lui le passionné d'astronomie, parce qu'on lui a dit « Non, non, toi, tu es déjà trop vieux, tu ne vas pas à la fac, tu as déjà des bagages professionnels, tu vas devenir un bon technicien. » Et il a fallu qu'il travaille par lui-même et qu'il se hisse au niveau d'ingénieur pour devenir ingénieur au PTT. On ne lui a pas permis de faire, à l'époque, maths sup ou maths spé ou maths physique, je ne sais pas, à l'université, pour faire le fameux C4 d'astronomie et devenir astronome. Par contre, son petit frère, Alphonse, lui, il avait 14-15 ans. Lui, on lui a dit « Oh, bah, toi, tu n'es pas idiot, toi, tu peux aller finir ton bac. » Et c'est son frère qui lui a dit « Si tu réussis ton bac, tu deviens astronome. » Okay, et donc, il a poussé son petit frère à devenir astronome. Et Alphonse Florsch a fini directeur de l'observatoire.
Donc, si vous voulez, ils sont le fer de lance d'activité au niveau de l'Alsace et de la Lorraine. Et le grand point d'orgue, c'est le Séminaire international d'astronomie pratique de Nancy que l'aîné, Gérard Florsch, organise et qui fait venir des gens de l'Europe entière pour partager la passion de l'astronomie à la tribune astronomie amateur. Et vont défiler des gens encore très connus, parmi certains d'entre vous, comme Jean Dragisco, qui va parler de la photographie des planètes, Agop Terzan, qui observait les étoiles variables, Georges Viscardi, que j'ai connu aussi, qui avait un observatoire sur les hauteurs de Monaco. Il était croupier dans les casinos à Monaco, et ça gagnait bien sa vie, et il s'est construit une belle villa avec des télescopes et une grande lunette sur les hauteurs de Monaco, et il a fait un superbe atlas de la Lune. Et puis, il y avait un autre alcoolite ici, c'est l'abbé Oberstatter, dont je reparlerai tout à l'heure, qui était curé de Sturzelbronn, pour ne citer que ceux que nous connaissons relativement bien. Et puis, Gérard Florsch persévère, puisque je vous disais, il a créé à Sarreguemines, le foyer culturel a été inauguré en 1969, avec une superbe coupole et une tour, et dans laquelle il y avait ce télescope de sa fabrication. Et ce fut le premier observatoire populaire de France, et il y a créé une section astronomie. Alors, si vous regardez les photos, vous allez me retrouver, pas forcément me reconnaître, parce que l'époque était aux cheveux très longs. Donc, on taillait des miroirs, on suivait des cours, et il a formé un certain nombre d'astronomes amateurs à, j'allais dire, comprendre un peu mieux les théories, voire à faire un petit peu d'astrophysique. Voilà. Alors, autre phénomène important dans ces années-là, c'est les voyages vers la Lune, l'influence des maisons de la jeunesse et de la culture, je viens d'en parler, l'arrivée des lunettes et des télescopes commerciaux, l'envie de participer à un monde plus social et partagé va transformer profondément la pratique de l'astronomie. Et il reste quelques acteurs résistants. Moi, je les appelle les résistants. Je vous parlais de l'abbé Alphonse Oberstatter, qui était curé de Sturzelbronn, qui a un observatoire avec un télescope Florsch aussi, et qui a beaucoup observé des étoiles variables pour l'Association française des observateurs d'étoiles variables. Et puis, il y en a un autre, c'est Roger Moser. Je vous parlais de Texoro et de la taille des miroirs. Eh bien, Roger Moser, strasbourgeois, avait construit un télescope de 310, un casse-grain, c'est un miroir avec un trou pour regarder un petit peu par l'arrière comme dans une lunette, et qui a ensuite, autodidacte, construit des machines, etc. Et il a fait de la taille des miroirs son métier. Et nombreux astronomes amateurs français sont fiers d'avoir un miroir taillé par lui parce qu'il l'est taillé avec une précision inégalée, qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait trouver dans le commerce. Et aujourd'hui, les télescopes Moser s'arrachent à prix d'or si les surfaces n'ont pas été oxydées. Voilà. Et puis, alors, il construit aussi un télescope de Schmidt, donc avec une lame de fermeture, et il est le premier amateur au monde à fabriquer cette lame de fermeture. Bon, je m'arrête là au niveau de cette technique, mais c'était quelque chose qui, encore aujourd'hui, un bon nombre de gens parlent de lui, et il est malheureusement décédé en 90. Et puis alors, on ne peut pas oublier notre ami Emil Schweitzer. Emil Schweitzer, ça a été aussi le président ou le secrétaire général, bref, il avait la direction du groupe des amateurs à Strasbourg pendant une dizaine d'années. Mais auparavant, il est arrivé à l'astronomie par l'observation des étoiles variables. Pendant une dizaine d'années, il a dépouillé à l'observatoire avec un photomètre manuel des plaques de photos, plus de 1000, dit-il. Et ensuite, en 1971, il s'est mis à observer manuellement sur la terrasse de son appartement au Neudorf.
Et il a fait des milliers, je crois qu'on est à des dizaines de milliers d'observations pour la FOEV, qui a fait de lui le rédacteur de la fameuse revue et ensuite le président de l'association. Et quand il est devenu président de l'association, il a quitté la SAFGA, le groupe d'Alsace, pour ne s'occuper que de ça. Mais on va revenir et reparler de lui tout à l'heure. Alors, un autre professionnel, alors je vous parlais d'Alphonse Florsch, il faut un peu reparler de lui et de son rôle en Alsace, parce qu'on a beaucoup parlé de son grand frère, mais lui-même est un astronome qui arrive à Strasbourg, donc après ses études, il a maintenant 25 ou 26 ans, il devient astronome professionnel et il observe surtout les étoiles dans le nuage de Magellan, qui a fait l'objet d'ailleurs de sa thèse. Mais il est tout de suite et rapidement, avec des coups de pied aux fesses de son grand frère, aussi responsable chez les amateurs. Et il a passé une grande partie de sa vie à diffuser l'astronomie, à l'enseigner aussi aux collégiens, aux lycéens, etc. Il était très, très investi dans le groupe d'Alsace, jusqu'à ce que, en plus, il va organiser le deuxième séminaire. Je vous ai parlé du premier séminaire qui a eu lieu à Nancy. Le deuxième séminaire, son grand frère le pousse à le faire en Alsace. Et là encore une fois, c'est un grand moment dont certains d'entre nous ont participé. En 1974, à nouveau, les grands de l'astronomie sont présents. Et on voit apparaître aussi une jeune assistante d'astronomie qui s'appelle Agnès Acker, voilà, qui à l'époque, je me souviens, venait sur sa moto, je crois qu'elle avait une Kawasaki 750, toute habillée de cuir, elle arrivait à Nancy, poussait la béquille et arrivait dans les salles de conférences nous faire des conférences sur les nébuleuses planétaires qui sont devenues les objets préférés de sa vie. Alors, ceci parce que nous allons reparler d'elle tout à l'heure. Il y avait bien sûr aussi André Eck, que certains connaissent, il était directeur à l'observatoire. C'est un ancien amateur aussi, qui observait pas mal les comètes et qui a écrit une belle histoire de l'observatoire de Strasbourg. Etc. Bon, et puis c'était sous la présidence de Pierre Lacroute, qu'il faut quand même que je dise deux mots. On a vu sa photo tout à l'heure. C'est le directeur de l'observatoire de l'époque. Et Lacroute a eu en fin de carrière une idée géniale. Je vous rappelle que l'observatoire de Strasbourg est spécialisé ou était spécialisé dans l'astrométrie. Il a eu l'idée géniale, puisqu'on ne peut plus observer à Strasbourg avec les instruments, de concevoir un satellite pour aller observer et mesurer la position des étoiles à l'extérieur de l'atmosphère. Donc l'idée vient de Lacroute et va devenir le fameux satellite Hipparcos, qui sera envoyé une dizaine d'années plus tard. Encore une belle prouesse qui a vu naissance ici à l'Observatoire de Strasbourg. Alors, donc, Florsch est nommé directeur en 1976 et petit à petit, il dit « Oh, ben, les amateurs, c'est bien beau, mais envoyer des convocations et tout ça, allez hop, les amateurs, ils n'ont qu'à se prendre eux-mêmes en main et on va, le groupe d'Alsace, le donner en direction aux amateurs eux-mêmes. » Alors, on craignait à l'époque, comme c'est plus le directeur de l'Observatoire qui est notre secrétaire général, parce que je vous rappelle qu'on était un groupe informel de la Société astronomique de France, on n'était pas une association juridiquement assise, on avait peur que l'Observatoire un jour nous jette et dise « ouais, bon, allez, vous allez vous trouver un autre endroit ». Et donc, il nous met le groupe entre nos mains et c'est Emil Schweitzer qui devient notre président, entre guillemets. Alors en fait, ce qui a ressorti de ce séminaire en 1974, c'est la nécessité de former les astronomes amateurs. Et donc, dans une des allocutions, c'est d'ailleurs Gérard Florsch, on peut retrouver ça et le relire dans l'astronomie, il dit à un moment donné, la passion de l'astronomie, tiens, une petite faute, implique une formation
permanente dont tout amateur doit pouvoir bénéficier. C'est-à-dire, il insiste sur la nécessité que les amateurs doivent se former pour continuer à devenir de bons astronomes. Par contre, un peu plus loin, il dit « Les astronomes amateurs sont capables de recevoir une formation supérieure en astronomie parce que la majorité sont bacheliers ou ont reçu une formation supérieure. » Et ça ne va plus passer. Ça, c'est, si vous voulez, de la formulation de la 4e République, c'est réservé aux sociétés savantes, et ça, dans les foyers culturels et dans l'astronomie populaire, avec des gens comme Pierre Bourges, ça, c'est une formulation qui ne passe plus. Et donc, si vous voulez, on va assister à l'éveil d'une nouvelle pratique de l'astronomie amateur, y compris en Alsace, parce que de nouveaux paradigmes vont émerger, comme par exemple donc, le rejet non dissimulé de la science dure. Les formules, les intégrales, etc., pour calculer des éléments de photométrie, ça ne passe plus en tant que tel. Et deuxième paradigme, c'est que le plaisir devient comme seul objectif de l'observation astronomique. C'est-à-dire on revendique le droit de regarder le ciel juste pour le plaisir. Alors que dans les sociétés savantes, on ne pouvait pas dire « Ah, j'ai regardé la Lune, c'était beau. » Je dis « Mais que si tu regardes la Lune, tout le monde l'a vue 1000 fois. On ne regarde plus la Lune. » C'est le cas de certains d'entre nous, et parfois j'en fais partie. Ah tiens, la Lune, je dis bon, ok, allons plutôt voir autre chose. On snobe un petit peu certaines choses, et donc la critique est tout à fait justifiée, et donc la contemplation aussi devient chez les amateurs quelque chose qu'il faut partager en groupe, c'est-à-dire on va sortir une dizaine sur le terrain. Plus question d'observateurs isolés à Mulhouse, ceci. On va se rassembler, on sort nos instruments qu'on a bricolés plus ou moins nous-mêmes ou entre-temps on les a achetés, et on fait l'astronomie ensemble pour le plaisir, passer du bon temps, etc., comme les pêcheurs de carpes au bord de l'eau. Et ça, c'est une revendication sociale qui est justifiée tout à coup dans un contexte social nouveau. Et puis aussi l'envie de diffuser ce que nous savons au grand public. Donc on va organiser des star parties, inviter le public, les mairies, et ça va déboucher vers, par la suite, la nuit des étoiles, la fête de la science, etc., qui vont émaner de cette période où la réflexion psychosociologique évolue. Et donc, en Alsace, deux axes vont émerger. Le premier, c'est de nouveaux clubs astro se créent sur le territoire, et l'observatoire astronomique s'ouvre au grand public. Il y a une première fois, alors l'observatoire a été ouvert, alors même pas aux observateurs, parce que franchement, j'ai souvent demandé, Florsch n'était pas d'accord que j'aille observer à la grande lunette ou à la lunette de 21. Il a fallu attendre que l'observatoire s'ouvre officiellement pour des visites de la grande lunette, pour que le public qui vient visiter la grande lunette soit pour nous une excuse pour dire si vous laissez venir, pas n'importe qui, mais les curieux à observer la grande lunette, pourquoi nous, astronomes amateurs, on ne pourrait pas faire ça à d'autres moments, parce que les visites avaient lieu les 2e et 4e mardis du mois, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc, et alors il y a un membre du groupe d'Alsace, c'est Henri Kern, qui est orinois, et c'est un fidèle du groupe, il a participé à la rédaction du manuel La carte du ciel de la SAF, le manuel des observateurs, je crois que ça s'appelle. Et donc, il crée en 1977, il invite les Orinois à se regrouper et à construire une concurrence au groupe d'Alsace de Strasbourg. Et il crée deux groupes, le CAV, c'est le club d'astronomie de Wittelsheim, et il est fondateur donc, de la Société astronomique du Haut-Rhin à Guebwiller. Et là, vous allez trouver dans les statuts de ces associations des mots qui sont, qui sonnent par rapport à tout ce qu'on a connu auparavant, notamment qu'on se veut que ces associations soient de composition éclectique et non élitiste. C'est dans les statuts, dans les objectifs, que les associations s'imposent.
Alors, revenons, parce qu'on s'est un peu éloigné du planétarium, hein, mais on finit par y arriver. Donc, tout à coup, il y a une espèce de prise de conscience de la place de l'astronomie dans l'enseignement et la culture, et ça devient une véritable préoccupation, pas seulement chez les amateurs, mais aussi, évidemment, chez les professionnels. Et donc, l'observatoire, soutenu surtout par Agnès Acker, qui, je rappelle, était maître assistante à ce moment-là, elle deviendra après, comment on appelle ça, maître de conférence et astronome, ou seulement en 1983. Là, on est encore un peu dans les années 70. On est en 75. Il y a un projet de planétarium qui naît, qui prend naissance comme à nouveau un symbole, une construction, un projet qui va permettre de diffuser l'astronomie. Le projet capote parce qu'il n'y a aucun financement possible. Et donc, il y a 3 personnages importants. À nouveau, Alphonse Florsch, qui est directeur de l'Observatoire. Je viens de citer Agnès Acker. Et Carlos Jacek, qui venait d'être nommé en 1976 directeur du Centre de données stellaires qui s'est créé à Strasbourg. Et donc, ces 3-là, alors Jacek, je l'ai eu comme prof à la fac, mais franchement, j'avoue que je ne connais pas très bien le rôle qu'il a joué dans le détail. Je sais simplement qu'il enseignait aussi l'histoire de l'astronomie et que ce n'était pas un astrophysicien, entre guillemets, pur et dur. Peut-être que des conversations avec mes amis dans la salle m'aideront, les anciens professeurs m'aideront à peut-être mieux le cerner. Toujours est-il qu'il fait partie de ce trio qui, avec des amateurs quand même, notamment Eliane Legrand et Jean-Marie Poncelet, que surtout Agnès Acker a réussi à soutirer du groupe d'Alsace et les attirer vers elle avec un certain nombre d'autres personnes, vont soutenir un projet qui est de travailler. Alors, ce sont des enseignants de maths dans les collèges-lycées du coin de Bar. Ils vont organiser ensemble un colloque international en septembre de 1978, et ça va être le colloque de l'astronomie dans l'enseignement et la culture. Alors on peut trouver les annales, c'est assez intéressant de voir ce qui a été travaillé. En fait, on a défini l'état des lieux de la pratique de l'astronomie en lien avec l'enseignement et les lieux de la culture, et voilà, dégager des pistes d'organisation de l'enseignement. Ça a débouché à l'écriture de quelques ouvrages, des livres, des recommandations pour le ministère, qui dans l'ensemble n'ont été assez peu suivis. Vous voyez combien l'astronomie est enseignée aujourd'hui dans les collèges et les lycées, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, mais parmi les contributions, il y avait des responsables de l'enseignement et de l'animation, de la France et de l'Europe entière, des professeurs d'école, des animateurs d'associations qui se sont relayés pour venir parler de ça. La motivation, elle s'affirme pour construire un planétarium. Et l'Observatoire réalise l'utilité de l'accès aux instruments, et nous avons enfin le droit d'observer aux instruments. Mais ce n'est pas le sujet de ma présentation. Je vais revenir vers le planétarium. À ce moment-là, les moyens financiers vont petit à petit se mobiliser pour acheter du matériel et construire une coupole, etc. Mais il n'y a pas d'argent pour payer du personnel. Forcément, hein, ça c'est les frais de fonctionnement, ça c'est toujours aussi difficile de les obtenir. Et donc on va chercher les amateurs pour donner des coups de main. Et donc l'observatoire s'ouvre, on va faire visiter la grande coupole régulièrement, c'est Schweitzer, Mousset, Rudolph, parce que j'avais quand même envie de les citer, qui proposent des visites de la grande lunette, et par la suite d'autres comme Pascal Dubois, etc. Nombreux ont été ceux qui se sont occupés de ça. Donc après des années de négociations administratives et financières, un planétarium enfin se construit il y a 40 ans, en 1981. Agnès Acker est porteuse du projet et en sera la directrice. Et une association, les Amis du Planétarium, va se greffer, accueille les astronomes amateurs et les enseignants pour soutenir les actions. Alors,
Quelques anecdotes rigolotes. Le Spitz, c'est le premier instrument que vous avez utilisé. Hein, oui. Et alors, il y a une anecdote rigolote, c'est que quand on l'a mis en route, Emil Schweitzer était là et il dit « Ah, mais là, il manque une étoile. » Et le technicien de Spitz, il sort une perceuse avec un tout petit fourret et dans la boule, il a percé le trou pour qu'il y ait l'étoile, tellement Emil Schweitzer connaissait le ciel par cœur. Voilà, et donc Eliane Legrand et Poncelet font des catalogues avec Agnès et des choses comme ça. Claude Mousset et Rudolf font les visites de l'observatoire. Willy Bodenmüller, qui est un journaliste de l'époque, il fait des articles 2 fois par semaine sur le planétarium. Et enfin, je voulais aussi citer Eugène Wissenmeyer, qui donnait main forte, et j'en faisais partie, pour animer, tenir les stands, parce que pour le siècle d'anniversaire de l'Observatoire, en 81, il y avait un grand stand à la Foire Expo, à la mairie, etc. Il y avait eu beaucoup de choses de faites. Donc on remet la lunette de 21 en fonction, et puis les amateurs se précipitent. Le planétarium organise beaucoup d'écoles d'été pour former les profs et des collèges et lycées au col de Stège. Et donc là, encore une fois, les amateurs sont appelés à la rescousse pour faire des observations le soir, mais aussi pour certains à aider les profs à apprendre à faire des petites maquettes et des choses comme ça que les médiateurs aujourd'hui du Jardin des Sciences font eux-mêmes. Voilà, on arrive petit à petit à la fin. Je voudrais quand même encore parler de ce que nous sommes devenus et notre aide apportée après les années 90. Vous m'excuserez, je n'ai pas trop parlé du planétarium lui-même parce que je ne consulte pas les archives du planétarium, et ils auront d'autres conférenciers peut-être pour parler d'eux-mêmes de l'intérieur. Au niveau de l'apport des astronomes amateurs, citons quand même notre regretté Robert Marsh, qui est décédé depuis quelques mois, qui a assuré l'entretien et les visites de la lunette. On le voit debout dans la grande coupole en tenue bleue de travail. Et puis aussi, je ne peux pas m'empêcher de citer Christine Loller et Pascal Dubois, et d'autres, bien sûr, qui ont créé ce qu'on appelait l'atelier scolaire d'astronomie au sein de la SAFGA. Le groupe d'Alsace était entre-temps devenu une association juridiquement assise qu'on a baptisée SAFGA, et ont beaucoup travaillé avec les collégiens et sur des actions communes avec le planétarium pour faire profiter les collèges et les lycées de l'astronomie. Enfin, et presque pour finir, la SAFGA assure aussi avec le planétarium l'organisation des célèbres Nuits des étoiles, qui sont maintenant devenues coutumes depuis une bonne paire d'années. Et puis la F4A, donc la Fédération des associations d'astronomes amateurs d'Alsace, participe aussi aux fêtes de la science et aux Alsace Science, autant que faire se peut, pour parler d'astronomie dans les villes, les villages, ici, de grandes fêtes qui avaient été organisées dans le cadre du patrimoine du Champ du Feu. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste vous rappeler de ne pas oublier de protéger la nuit en éteignant la lumière. Le ciel et l'environnement nocturne sont très précieux. C'est un clin d'œil pour mon ami Jean-Michel Lazou, qui milite avec l'ANPCEN pour la protection du ciel nocturne. Et puis voilà, merci de votre attention. Voilà. Il nous reste peu de temps, mais merci à vous pour cette belle présentation. Avec ce petit incident, on n'aura pas le temps pour les questions, mais je vous invite à poursuivre éventuellement les échanges devant le bâtiment, à braver le froid. Merci encore pour votre venue, et puis on vous donne rendez-vous semaine prochaine pour la fin du cycle de conf. On parlera de vieillissement dans l'espace, parce que dans le planétarium, on peut observer les étoiles sans prendre du druide, mais ce n'est pas le cas lors des vrais séjours spatiaux. Alors rendez-vous la semaine prochaine, et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous procurer le programme du Jardin des Sciences pour février et mars. Belle soirée à tous, merci. Merci à vous.